Albana Krasniki-Maya, bonjour. Bonjour. Albana Krasniki-Maya, vous dirigez l'Université populaire albanaise de Genève. Jour important, le 17 février, en fin de semaine. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 17 février 2008? Écoutez, c'était un concours de circonstances. Je venais de prendre la direction de l'Université populaire albanaise et c'était ma première activité, la toute première activité de l'UPA en tant que directrice. C'était l'accueil de la joie, du bonheur, de l'extase de toute cette population albanophone de Genève qui avait attendu ce jour depuis très très longtemps. À vrai dire, j'entendais la voix de Hachim Thaçi tout à l'heure et moi j'ai un vague souvenir de ça. J'ai le souvenir de l'avoir entendu après, mais pour le moment, il y avait que les cris de joie et de bonheur et puis les klaxons des voitures, les hissements de drapeaux dans les rues de Genève, mais aussi un peu de toute la Suisse ce jour-là. En Suisse, il y a eu très peu de crispation à l'époque. Alors les klaxons, ce seront les mêmes qui vont ronchonner quand il y a les matchs de foot, donc ça c'est un détail périphérique. Mais il y a pas eu de tension à ce moment-là en Suisse. Écoutez, j'ai aussi le souvenir de cette grande émotion, de la bonne compréhension des Suisses. Et puis, il y avait énormément de Suisses qui se sont joints à la population kosovare de l'époque. Et ça, je pense que c'est un moment fort parce que ça montre aussi que on vit ensemble, qu'on est là, qu'on est compris, qu'on est accepté en tant que tel. On peut se souvenir en Suisse alémanique d'une fameuse affiche contre un réseau de contact avec les Albanais du Kosovo, et l'affiche était faite en sorte que les gros caractères qui ressortaient, c'était non au réseau, non aux Albanais du Kosovo. Cette époque-là, elle est révolue pour vous, ou vous sentez encore des tensions? Alors, je pense que cette époque-là est révolue dans l'ensemble de la population parce qu'on a l'inter-échange, on a l'interconnaissance qui joue un rôle important. Les Albanais font partie du paysage suisse parce qu'ils sont là depuis les années 60. Donc, c'est une population qui s'ancre de plus en plus dans le paysage suisse. Mais il est évident que très souvent, en cas de période électorale, pour faire le pain béni de certains groupements politiques ou de certaines idéologies politique, on prend comme otage certaines populations peut-être plus fragilisées ou qui n'ont pas des voix propres pour pouvoir se défendre. Est-ce que ça a aussi pu pousser les communautés albanaises, ou les Kosovars évidemment aussi, à faire plus d'efforts d'intégration, sentant cette pression politique? Est-ce que ça peut pas être le bien de ce mal que peut être une sorte de stigmatisation, de pousser les gens peut-être à plus s'intégrer? La stigmatisation joue son rôle, mais je ne pense pas que la stigmatisation en aucun cas ne peut jouer un rôle positif. Je pense que ce qui a joué un rôle très positif dans cette projection des Albanais de Suisse vers l'avenir en se sentant helvètes à part entière, c'est justement cette indépendance du Kosovo, parce que maintenant, avec l'indépendance, il y avait une vie après. Un des éléments d'intégration qu'on évoque souvent en Suisse, c'est le football. Alors je vous épargne la liste de tous les joueurs potentiels qui pourraient jouer pour l'équipe du Kosovo. Le stade suivant du sport, qui peut être à double effet, parce que si ça se passe mal, on peut stigmatiser aussi ceux qui viennent de communautés étrangères d'origine, c'est la politique. Et en politique, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté albanaise ou de Kosovars d'origine qui émergent. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont dans les starting blocks maintenant? Il y a de plus en plus, donc dans les conseils communaux, il y a de plus en plus d'Albanais de tous bords politiques d'ailleurs, parce qu'on a tendance à croire qu'il y a un bord politique qui attire plus les étrangers, mais en fait non. J'étais surprise de voir pour les dernières votations à Genève, de voir que même dans des partis qui étaient censés ne pas drainer ce genre de public, il y a aussi des personnes qui sont très actives dans les partis politiques, mais aussi dans les municipaux. On va se projeter sur place maintenant, Albana Krasniki-Malai. Les chiffres sont pas réjouissants au Kosovo, notamment le chômage avec les jeunes qui partent, les forces vives. Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que quasiment tout a été tenté apparemment. On dit qu'on a mis beaucoup d'argent public pour créer des emplois. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui sort d'une guerre meurtrière, qui vit encore dans des post-traumatismes non traités, qui vit dans la façon, donc une envie d'apprendre à gérer, d'apprendre à administrer pas seulement le pays, mais d'administrer l'économie, etc.
etc. C'est un pays, on a tendance à oublier très souvent, mais qui ne sort pas seulement d'une guerre, mais qui sort aussi de 50 ans de communisme, donc d'économie socialiste. Et donc, il y a tout à faire. Il y a la mentalité à changer. Il y a l'implication personnelle, individuelle, qui, dans le communisme, bien évidemment, n'était pas du tout valorisée ni pratiquée, si vous voulez. Et donc, du coup, il y a tout à faire. Ouais, ces élites-là, Albana Krasniki-Malai, est-ce que ce n'est pas le principal problème quand on voit aussi là quelques chiffres, hein, j'ai vu un article du Figaro notamment qui mentionnait que 17 ans après la guerre, il y a plus de moyens par tête d'habitant qui ont été mis que dans le plan Marshall. On voit des coûts d'infrastructure qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs en Europe. Évidemment, on imagine bien que c'est pas uniquement la qualité du bitume, mais probablement aussi les poches qui se sont remplies. Est-ce que ça, c'est pas le principal problème aujourd'hui? C'est cette élite politique dont il faut se débarrasser. Je pense que c'est un apprentissage à faire. Les élites politiques, bien entendu, il y a une rotation. J'espère de toutes mes forces que les nouvelles élites qui se profilent, donc les nouvelles têtes de la jeunesse. Il y a un renouvellement. Si les jeunes partent, c'est un peu ça le drame, non? Oui, mais c'est pas les jeunes qui s'épanouissent au Kosovo qui partent. C'est surtout ceux qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de scolarisation, qui n'ont pas de perspective économique et professionnelle au pays, qui ont tendance à partir. Quand on parle Balkan, on parle forcément minorité, notamment une minorité serbe au nord du Kosovo. Il y a encore eu récemment un assassinat. Alors on ne sait pas s'il est politique, mais Oliver Ivanovic, un des leaders serbes qualifiés de modéré, qui a été abattu. Ce dialogue très très difficile. Est-ce que c'est possible ou il faut s'attendre à un nouveau remaniement territorial du Kosovo? Je ne pense pas. L'indépendance du Kosovo a été bouclée aussi par la représentation de son territoire sur le drapeau national. Et je pense que la Suisse est le pays qui comprendrait le mieux cela, parce qu'on peut tout à fait vivre ensemble, on peut tout à fait construire ensemble. Il y a une vraie volonté des élites politiques. Il y a des volontés. Il y a des volontés des élites politiques, il y a des volontés de la population. Et puis moi, j'ai été sur place aussi, notamment avec la Commission fédérale des migrations, pour voir aussi les minorités serbes, les minorités roms, etc. Et puis on a vu que sur le terrain, il y a vraiment des volontés. Mais par contre, il ne faut pas le sortir. Ce serait une erreur de le sortir du contexte balkanique. Donc le contexte balkanique, il est vraiment très chaotique. Il y a des populations ou des pays qui sont en quête d'identité propre déjà, et donc du coup il faut le mettre dans le contexte régional et pas avec les lunettes, les filtres suisses, si vous voulez. C'est un peu plus compliqué à faire l'analyse. Albana Krasniki-Malai, merci.